il t'a foutu dans la merde. Et il aura du mal à se remettre. Oui. C'est-à-dire qu'il a sorti ce côté de toi que tout intellectuel refuse de sortir. Refuse fondamentalement. C'est-à-dire que le côté qui fait de toi le non-intellectuel. On discrédite ton discours. Oui. Tu utilises des mots intellectuels, tu utilises une approche intellectuelle et tu te présentes comme un voyou. On a l'antenne. Oh my God, c'est parti. Bonsoir. Si je vous disais Serval Gaston Abbé, vous hésiteriez certainement. Par contre, si je vous dis Général Valsero, vous tomberez en plein dans le mille. Le musicien dont les textes heurtent le classique discours politique est l'invité de l'entretien avec ce soir. Petit rappel, lettre au président, ce pays tue les jeunes, l'appel du peuple, ne me parlez plus du Camer, répond, rends-moi mes droits, politiquement instable, autopsie, 33 ans et j'en passe, l'un de ces titres vous en dit probablement. Valsero en est l'auteur, mais aussi le concept We Are All Migrants pour sensibiliser les jeunes contre les dangers des migrations irrégulières, sans oublier son mouvement Our Destiny compte parmi ses œuvres. Entre-temps, l'artiste engagé a franchi le pas, s'est pleinement lancé en politique au sein du CRAC, Croire au Cameroun, l'appareil de Bernard Djonga, qui prône le développement par l'agriculture. Valsero s'investit tout en essayant de garder le même discours, violent pour certains, irrévérencieux pour d'autres, incisif pour tous. Le CRAC et son leader se sont éclipsés de la scène depuis l'annonce de la liste officielle des candidats à la présidentielle du 7 octobre prochain. N'empêche, l'artiste devenu politique reste lucide et va certainement faire partage de son analyse de la vie socio-politique et économique en cette veille d'élection présidentielle. Valsero, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous renvoie la question. Super. Vous êtes parti de Yaoundé pour ici, ça s'est bien passé? Déjà, j'étais super content de venir, donc c'était une magnifique motivation. Et puis après, c'était magnifique. Big up Camerco, ils ont bien bossé. Sinon, ça va? Ouais. On vous entend pas beaucoup ces dernières semaines? Non, peut-être à la télé. Ok. Peut-être à la télé. Parce que, évidemment, avec la venue du numérique, on s'est un tout petit peu affranchi des médias classiques. Donc, tout d'un coup, c'est beaucoup plus Internet que la télé classique. Et sur Internet, on fait beaucoup de travail. Évidemment, tout au long de cette émission, on va beaucoup parler politique. Le profil des 9 candidats à l'élection présidentielle, leurs projets, l'attitude des jeunes au cours, évidemment, de cette période électorale, le rôle des divers médias, les réseaux sociaux. Mais avant tout ceci, peut-être un mot ou deux sur la musique urbaine. Vous y jetez un coup d'œil? Oui, bien sûr, c'est ce que je suis à la base. Je suis un chanteur. Donc, ce qui se passe m'intéresse beaucoup. Après, c'est vrai que c'est plus vraiment une priorité. Écouter, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qui fait le buzz ou qu'est-ce qui a plus de vues. Je suis très éloigné du divertissement en ce moment. Et la musique urbaine, aussi vrai qu'elle est beaucoup plus visible, beaucoup plus représentative aujourd'hui, elle est beaucoup plus festive aussi. Donc tout d'un coup, c'est pas vraiment trop mon rayon. La musique festive, le truc pour jouer, pour divertir et tout, c'est vrai que c'est important, mais pas plus que ça. On ne vous reconnaît pas le même succès en politique que celui que vous avez eu en musique. Non, mais parce que, en fait, c'est parce qu'on veut faire la différence. On veut dissocier le rappeur politique à l'homme politique. Et j'ai toujours dit qu'un homme engagé, c'est ce qui fait un homme. Un artiste engagé, ça n'existe pas. C'est-à-dire, c'est un homme engagé qui fait de l'art engagé. De l'art engagé, c'est le mécanisme que l'art peut porter pour pouvoir influencer différents secteurs de la société. Et l'art influence grandement la politique. Je ne vais pas vous citer ces chanteurs ou bien ces artistes qui ont eu un gros impact politique. Donc, c'est un outil éminemment politique, l'art. C'est pour ça, justement,
que l'art va très mal au Cameroun. Parce que quand vous êtes dans un mécanisme de conservation de pouvoir, l'une des choses qu'il faut contrôler, c'est la créativité, la liberté de créer, la liberté d'imaginer. Il faut l'orienter. Et ça aujourd'hui, parce qu'on sait très bien que l'art, la musique, je vous prends le cas simple de la musique aujourd'hui au Cameroun, vous voyez très bien qu'on fait plein de musique festive, toujours, mais derrière, il y a toujours un message politique que personne ne voit. À part le message d'abrutissement des populations qui est comme objectif à atteindre, il y a aussi le mécanisme qui est de la déification des gens. Aujourd'hui, vous voyez très bien comment la musique se pratique. Chaque chanson commence par Papa, Paul Biya, Maman Chantal Biya, la mère des orphelins, le Fouda. On va jusqu'aux inspecteurs de police, là. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Donc parfois, vous voyez ces artistes qui disent « je ne fais pas de politique », mais qui commencent une chanson par disant « Laurent est sur le cœur du pays ». Il ne sait pas quand même qu'avec sa bouche qui ne fait pas de politique, il vient quand même de mettre en avant quelqu'un comme étant le cœur du pays, qui mène une activité éminemment politique. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Donc on a ces artistes-là, aujourd'hui, qui en fait ont un engagement inconscient manipulé. Et le système de conservation de pouvoir qu'on a aujourd'hui le sait très bien. Ils savent très bien. Et il en profite grave. Il en profite grave. Ils savent que ça accentue le phénomène de zombification. C'est-à-dire, tu dors dans ta chambre le matin, tu écoutes les infos, et puis après on passe une chanson qui commence directement par Maman Chantal Biya, la mère des orphelins. Tu as envie de casser ta radio, quoi, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu te dis, mais tu sors d'où dans ma chambre le matin? Tu vois? Mais parce que justement, on utilise un mécanisme pour pouvoir nous atteindre psychologiquement, parce que c'est là qu'on est malade. Même si Mme Chantal Biya est, entre autres, aussi la mère des orphelins, il faut le lui reconnaître. Mais cela dit, on se serait peut-être attendu en cette période à ce discours qu'on vous connaît, incisif, provocateur, mobilisateur, d'autant plus que pour la présidentielle, les jeunes sont invités à davantage participer, prendre part, aller voter. Mais c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. On n'arrête pas de le faire. On n'arrête pas de faire. On a lancé une campagne dernièrement qui s'appelle « Je suis l'opposition camerounaise ». D'accord. Parce que pour nous, personnellement, on s'est mis dans une position où il s'agit d'arrêter d'avoir peur du changement. Mais de définir c'est qui l'opposition. C'est vraiment qui l'opposition. Si l'opposition, c'est 3, 4, 5 personnes leaders de partis politiques, je ne peux pas dire que c'est ça l'opposition. L'opposition, ce sont ces millions de Camerounais qui veulent vivre autre chose. Ce sont ces millions de Camerounais qui veulent un changement. Quel que soit le bord politique de l'opposition auquel ils appartiennent. Donc quand je dis je suis l'opposition, je suis Akerebuna, je suis Joshua aussi, je suis Cabral, je suis Kamto, je suis Afani tout. Difford. Je suis l'opposition. C'est-à-dire pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Tout ce que je fais et que je mène comme activité, c'est pour que l'opposition puisse, au 7 octobre, remporter cette victoire. L'opposition, c'est n'importe lequel des autres. C'est pour ça que quand j'ai entendu parler de cet énorme mécanisme qu'on appelle la coalition, je me suis dit, le peuple camerounais vient encore de tomber dans un piège. On y arrive. Entre-temps, vous vous êtes engagé depuis 2002 dans votre discours, dans votre combat. Avez-vous le sentiment, regarde quand même de la courbe d'évolution, que votre message, votre engagement, ça passe auprès des jeunes aujourd'hui? Oh my God, j'en suis tellement convaincu. Il y a encore le jeune chanteur One Love qui a fait une chanson qui tourne beaucoup en ce moment. Paul Biya doit partir. C'est-à-dire, si je rentre dans ma profession, il y a encore le jeune Exafran qui a fait une chanson magnifique qui s'appelle « Qui sera le nouveau président ». Il y a tellement de jeunes aujourd'hui qui, de plus en plus, il y a le jeune Cabral Libi. Vous savez, quand on a commencé à s'investir dans impliquer les jeunes en politique, je crois que les gens ne connaissaient pas que Cabral Libi existe sur la planète. Quand en 2007-2005, on lançait la première campagne d'inscription sur les listes électorales, non. Donc pour moi, il est l'une des victoires qu'on a eues avec ce travail d'avoir des jeunes en politique. Quand je vois le jeune Serge Espoir Matomba,
qui aujourd'hui est candidat à l'élection présidentielle, Cabral Libi, candidat à l'élection présidentielle, tous des jeunes qui sont venus à tous ces concerts, qui sont venus crier avec les autres, ce pays tue les jeunes, lettre au président, Valsero, et qui aujourd'hui sont candidats à l'élection présidentielle. Tu peux comprendre que je me sens bien quand même. Vous y voyez votre œuvre. Mais je me sens bien. Ouais. Quand je vois les jeunes journalistes, les Cabral, les Armand Ocol, les Paul Maël, tout ça, qui il y a quelque temps me regardaient comme un animal de foire, qui ne comprenait pas ce que je faisais, et qui était avec tout le détachement, quand je les vois investis aujourd'hui en politique, quand je les vois travailler la politique, j'ai dit, wow, on a fait un petit pas quand même, hein. Tu vois, et ça, je peux dormir tranquille. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les victoires, c'est celui qui mène les combats qui peut les reconnaître. Mais celui qui ne mène pas un combat ne peut pas reconnaître ce que c'est qu'une victoire parce qu'il n'est pas dans le combat. Tu vois? Et pour moi, ça, c'est une énorme victoire. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai confiance. J'ai vraiment confiance en me disant, oui, je vois, et ça va plus loin. Et ça va beaucoup plus loin. Quand je vois les jeunes qui font le mouvement 11 millions, quand je vois les jeunes qui tournent autour de M. Akere dans le mouvement Now, quand je vois les jeunes qui rentrent pour être, qui représentent Camto, plein d'autres jeunes encore. Au jour d'aujourd'hui, c'est comme si la jeunesse revendique un pouvoir politique. Ils ont même fini par dire que non, être jeune, même pour être un projet politique. Mais à côté de ces jeunes, il y a également ces autres qui sont sur les mototaxis, il y a les jeunes qui font les callboards, il y a des jeunes qui sont des coiffeurs. Mais tous ne peuvent pas être candidats à l'élection présidentielle. C'est ça le truc, c'est l'objectif. C'était pas d'envoyer tous les jeunes du Cameroun au même endroit. Mais c'est de pouvoir pousser les jeunes Camerounais à pouvoir s'approprier leur devenir politique. Et pour moi, quand je dis je suis l'opposition camerounaise, c'est justement pourquoi, parce que pour moi, c'est l'alternative politique de demain. C'est-à-dire, on ne peut pas, même si Paul Biya quittait le pouvoir demain, ce ne serait pas une victoire. Hein. Ce ne serait pas une victoire. Vieux, fatigué, avec un bilan catastrophique, la logique voudrait qu'il parte. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas une victoire particulière. Au contraire, c'est 34 ans, 36 ans de coups de pied aux fesses bien assommés là qu'il nous a donné. Donc au jour d'aujourd'hui, on doit beaucoup plus penser à l'avenir politique du Cameroun. Quand je ferme mes yeux, je reste comme ça, et je vois un gouvernement où tu as Cabral, tu as Camto, tu as Akere, tu as Matoma, tu as Kawala, tu as Bernard Djonga, tu vois, je suis dans un autre monde là. Et j'espère que les téléspectateurs, parce que je suis venu vous faire rêver les amis, je suis venu vous faire vous détendre un peu. Parce que si vous gardez ce stress qui ne vous permet pas, vous allez casser. Donc, il faut focaliser sur les victoires. Mais en face, on peut le dire aussi, il y a cette jeunesse qui soutient le président Biya. Il y a cette jeunesse qui est convaincue d'abord de son bilan, qui est convaincue de ses capacités à faire plus et qui est déterminée à l'accompagner. Le 7 octobre va se mettre un tournant, mais je veux dire qu'en face des jeunes de l'opposition, il y a du répondant. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Parce que, vous savez, la plupart de ces jeunes qui soutiennent le président Paul Biya, qui sont prêts à voter pour le président Paul Biya à la prochaine élection présidentielle, sont en fait l'indicateur qui me prouve que j'ai encore beaucoup de travail à faire. J'ai encore énormément de travail à faire parce que il ne s'agit pas de leur dire de ne pas voter le président Paul Biya, il s'agit de leur pousser à la lucidité. Au jour d'aujourd'hui, je dis parfois aux jeunes, vous avez toujours dit, le problème, ce n'est pas Paul Biya, c'est son entourage. Mais est-ce que vous êtes posé la question fondamentale, c'est est-ce que vous n'êtes pas sûr qu'il n'existe plus, Paul Biya? Parce qu'il y a quand même un problème, parce que si tu veux que je vote pour toi, tu me le dis quand même. Enfin, je ne sais pas, tu t'arrêtes un moment de courir et tu dis, hé, Valsero, je veux que tu votes pour toi, pour moi, quoi, tu vois. Mais ce mec, il ne vous a même pas demandé de voter pour lui. Il n'est même pas là. Et il ne vous parle même pas. Il n'a même pas l'impression... Il a son appareil politique qu'il a investi, qu'il a désigné. Oui, mais c'est ça qui est magnifique. Et qui, pour l'instant, en attendant peut-être la période officielle de la campagne, se charge de l'encadrer, de
faire passer son discours. Mais Il faut aussi ça. dire que les autres ont peut-être anticipé le mouvement. Non, mais c'est ça qui serait une explication parmi plusieurs explications. Ce serait une explication parmi plusieurs explications. Parce que je crois personnellement que ces représentants qui défilent sur les plateaux, en fait, ils défendent quelque chose. C'est eux qui dirigent. C'est leur place qu'ils possèdent. Donc si jamais vous êtes en train de croire que vous votez pour Paul Biya, non, vous votez pour l'entourage. Et aujourd'hui, c'est pour leur expliquer justement que, ben voilà, est-ce que vous n'êtes pas suffisamment éveillé pour vous dire peut-être qu'on vote pour une image, peut-être qu'on s'apprête à aller voter pour une photo, peut-être qu'on est en train de se faire manipuler, peut-être que Paul Biya, c'est bel et bien le passé. Et peut-être ceux qu'on vote pour l'avenir du pays. Oui, mais après, ils sont jeunes, je peux leur demander dans quel endroit au monde ils ont vu des jeunes de 30, 20, 40 ans dire que l'avenir du pays, c'est quelqu'un qui a 86 ans. C'est juste une donnée, moi je ne veux pas me foutre de son âge. Mais c'est juste une donnée, c'est-à-dire tu te dis, mais de manière statistique, tu as un père de famille, il est là, il a 90 ans. Comment ça peut être lui-même qui peut même encore imaginer que c'est lui qui va imaginer le futur d'une génération Android et Internet? Certainement du haut de son expérience. Mais non. Ah ben si. Mais je pense personnellement que je veux bien lui donner toute l'expérience qu'il faut. Mais le monde, lui, se renouvelle. Le monde, lui, il avance. Le monde est une série d'innovations. Une série de nouvelles créations. Le monde est une série de nouvelles idées. Et l'expérience au jour d'aujourd'hui est quelque chose qui est mis à disposition des jeunes capables de porter de nouvelles idées. Vous voyez ce que je veux dire? Quel que soit l'endroit aujourd'hui dans le monde, c'est difficile qu'on te dise aujourd'hui que l'âge est un mécanisme d'expérience, parce qu'il a l'expérience dans quoi? Oui, il peut garder le pouvoir pendant 34 ans, il a prouvé, mais ce n'est pas une expérience de développement. Il a l'expérience par rapport à quoi? Dans la gestion des affaires publiques. Mais dans la gestion, mais vous voyez très bien que c'est calamiteux. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de canalisation. On est noyé dans la boue à chaque fois qu'il pleut. Non, on a un bilan économique catastrophique. On a réussi à être numéro 1 en matière de corruption dans le monde. On n'est pas sûr qu'on va organiser la CAN. Non, si cette expérience-là, c'est pour ce type de résultat-là, je crois que vous avez un problème avec à quoi sert l'expérience. L'expérience, c'est pour des victoires collectives. Donc, si ton expérience ne te permet juste de conserver le pouvoir, mais ne donne pas le bien-être, ne donne pas l'eau, ne permet pas l'emploi, ne permet pas le développement, l'épanouissement, alors tu as une expérience extrêmement néfaste pour ton environnement. Et c'est ça le problème avec les régimes de conservation de pouvoir. C'est-à-dire que les régimes qui ont pour objectif de maintenir un seul homme au pouvoir. Quoi qu'on fasse, hein, si on construit un pont, c'est pour maintenir un homme au pouvoir. La preuve directe, dès qu'on annonce qu'on va faire le pont, on lui fait rapidement une banderole et l'émotion de remerciement tombe. On n'a même pas encore vu le pont. Quand on imagine, on dit on va faire une université quelque part, l'objectif, c'est d'abord la fête des remerciements qu'on finance avant même de financer le premier béton qu'il faut pour faire cette université ou ce lycée. Donc, non, on n'a pas... L'expérience doit aboutir à des choses positives. L'expérience n'aboutit pas à des tracteurs dans une brousse au milieu de... Alors, pour revenir en une seconde sur les questions de musique et du discours des textes, tout à l'heure, vous disiez qu'aujourd'hui, la musique, c'est davantage, du moins, c'est moins provocateur, c'est moins incitatif, je dis moins mobilisateur. Qu'est-ce qui fait le déclic? Qu'est-ce qui a fait la différence entre cette musique combattante, si je peux le dire comme ça, et le constat que vous faites tout à l'heure, vous avez fait tout à l'heure? Non, comme je dis, la musique, actuellement, elle est extrêmement concentrée sur le divertissement. Sur le divertissement, 80%. Parce que cette musique obéit à une politique. Chaque fois qu'on met dans un pays, on met une politique culturelle. À quoi va servir l'art et la culture? On n'a pas de musée, on n'a presque pas de monuments, on n'a presque pas de repères, on n'a pas d'archives culturelles, on n'a pas une structuration. Les artistes camerounais n'ont même pas de statut.
Ça veut dire que l'art ne peut même pas rapporter de l'argent au Cameroun. La plupart des artistes camerounais vivent dans l'illégalité, travaillent dans l'illégalité parce que n'ayant pas de statut. Donc tout d'un coup, on ne peut pas même s'imaginer un seul instant que ce soit un oubli. Non, c'est un mécanisme de conservation de pouvoir parce que le pouvoir de l'art à zombifier ou à éveiller les populations est énorme. Ça dépend de comment on décide de l'utiliser. Alors au jour d'aujourd'hui, vous voyez bien que les gens ont fini par oublier que la musique qui fait grandir existe. Aujourd'hui, l'art pour grandir, l'art au service du développement, l'art au service de la grandeur des hommes, l'art pour la concentration n'existe pas au Cameroun. Il n'y a que l'art pour le divertissement, l'art pour la zombification, l'art aujourd'hui utilisé pour imprimer des noms de personnes dans les esprits des autres. C'est-à-dire que quand tu prends une chanson d'un mec, même un frère comme Petit Pays, qui est joué dans les bars, les radios, les machins trucs, et qui te balance des Laurent et sur le cœur du pays, machin truc, allez voir psychologiquement l'impact et l'impression psychologique que ça a dans les masses et dans les populations. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, on ne doit pas être inquiet. On ne doit pas être surpris de voir l'état de délabrement psychologique et mental de la jeunesse camerounaise. On ne doit pas être surpris parce que l'art a été utilisé pour ça. Alors parlons de politique politicienne, si je peux le dire comme ça. L'élection de cette année coïncide avec la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ça aurait pu être une aubaine, ça devrait être une aubaine pour sortir de ce bourbier. Si tant il est que le peuple choisirait celui qui, entre autres, offrirait la meilleure solution. Votre regard là-dessus? Waouh! C'est assez particulier ce qui se passe, mais je voudrais bien juste qu'on comprenne qu'on est face à un problème politique, à la base, que des politiques ont décidé de régler militairement. Donc c'était une mauvaise réponse, une extrême mauvaise réponse. Et malheureusement, on ne va pas dire que ce problème a éclaté à l'élection présidentielle. 2 ans avant déjà qu'on est dans cette situation et tout. 2 ans qu'on a eu la possibilité de régler 2 ans cette peut-être pour le déclic. situation. Moi, je veux dire que ceux qui font l'analyse à l'approche diraient que, ou diront, ou on dit que c'était dans l'agenda, dans la perspective. C'est possible. C'est possible. Après 34 ans et 36 ans de pouvoir, on finit par voir sortir des serpents de mer. Ça aurait pu être un agenda. C'est possible que ce soit un agenda. C'est possible qu'il y ait des gens qui aient compris que c'est le seul mécanisme sur lequel on peut appuyer pour faire bouger la situation au Cameroun. C'est possible. On ne peut pas l'écarter comme étant approche. Parce que, je ne sais pas, je crois quand même que je ne suis pas le seul à constater que partout dans le monde, tout le monde s'étonne de la situation du Cameroun. Partout où je voyage dans le monde, dans tous les forums, partout où j'entends des gens dire « Mais qu'est-ce qui se passe au Cameroun? C'est comment? C'est quel endroit particulier? Tout le monde se plaint, tout le monde pleure, mais il ne se passe rien. » C'est un casse-tête même pour la politique internationale. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre à quel point le processus de zombification a réussi à marcher au Cameroun, au point de faire des Camerounais des acteurs de leur propre destruction, des complices de leur propre destruction, des amoureux transis de leurs bourreaux. Et justement, quand vous faites l'observation de la scène, donc, à l'occasion de cette pré-campagne, puisque nous y sommes, qu'est-ce que vous dites? Les acteurs, l'environnement, médiatique et autres, social, qu'est-ce que vous dites, vous, Valsero? Vous avez le sentiment que les choses pourraient bouger, que le changement il est proche? Vous avez l'impression qu'il y a encore du travail à faire d'ici le 7? La mobilisation doit davantage s'accélérer? Je crois qu'il y a des choses qui sont faites
et qu'on ne peut plus peut-être bouger, par exemple, ce sont les inscriptions sur les listes électorales. Ça veut dire qu'il faudra faire avec le nombre qui sont inscrits sur les listes électorales. C'est une donnée fondamentale. C'est-à-dire, on peut faire tout ce qu'on veut. Si on est 6,5 millions sur les listes électorales, ce seront les 6,5 millions là qui vont jouer le jeu électoral. Ça, c'est très important à comprendre. Maintenant, il faut savoir également qu'est-ce qu'on a gagné. Qu'est-ce qui est une victoire dans le cadre de cette élection présidentielle? Est-ce que la victoire, c'est au 7 octobre, Paul Biya a perdu? C'est ça la victoire. Dès cet instant, chacun choisit à quel niveau il se place. Moi, au jour d'aujourd'hui, on a remporté tellement de victoires. Déjà dans la politisation des masses, dans la politisation de la société camerounaise, dans l'implication des jeunes, il y a eu la création des mouvements, comme j'ai dit, 11 millions avec le jeune Cabral Libi. C'est un acquis. C'est un acquis démocratique, c'est un acquis politique, c'est un acquis pour l'alternative politique camerounaise de demain. C'est des centaines et des centaines de jeunes qui font leur formation politique, qui essayent de se proposer comme une alternative politique. Et pour moi, c'est une victoire. On a des candidats, on a des gens comme Maurice Kamto, avec son approche, ses gens, son dynamisme, son envie, le ton qu'il utilise. Tous ces mécanismes nous disent qu'on a un nouvel acteur dans la scène politique camerounaise. Qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, non. On a d'abord un nouvel acteur. Cela, c'est dans la scène politique camerounaise. Et ils sont nombreux. Ça, pour moi, c'est une victoire. Pour l'alternative politique camerounaise à venir. Parce que le Cameroun ne va pas s'arrêter après Paul Biya. C'est peut-être les autres qui le pensent. C'est peut-être les autres qui travaillent. Donc vous dites que la classe politique s'est renouvelée? Elle s'est non seulement renouvelée, elle continue de se renouveler, mais elle s'est rajeunie. Quand je vois le jeune Serge Espoir Matoma et toute son équipe, ce sont des jeunes qui aujourd'hui se présentent comme une alternative politique pour le Cameroun de demain. Si les gens n'ont pas confiance en l'avenir, ils vont continuer de voter RDPC. Et ce que j'essaye de leur démontrer en prenant ces exemples, c'est qu'il y a des éléments pour avoir confiance en l'avenir politique du Cameroun de demain. Et qu'il y a des hommes qui travaillent. J'ai jamais vu, depuis que j'existe, des hommes politiques aussi en mouvement, aussi déterminés, supportant les insultes, supportant même les incompréhensions des gens, faisant tout pour pouvoir politiser la société. Ils ont un problème, c'est qu'ils ont en face d'eux. Leur premier adversaire, ce n'est pas le RDPC. Leur premier adversaire, ce sont les populations. Le premier adversaire de l'opposition structurelle, c'est le peuple camerounais. Comment vous l'expliquez? Mais parce qu'il vient de loin, ce peuple camerounais. Ce peuple camerounais est issu d'un processus de zombification extrêmement profond qui ont fait de lui le complice de son bourreau. Vous avez des zombifications plus de 4 ou 5 fois. Qu'est-ce que vous y mettez désormais? Non, mais dans zombification, je mets absence de lucidité, absence de conscience. Et à chaque fois, il y a des processus de gouvernance qui ont pour objectif de vous faire perdre la lucidité, de vous faire perdre la conscience. Aujourd'hui, je te prends un truc sur la corruption. La corruption au Cameroun aujourd'hui, tout le monde dit, les gens font la corruption, mais ils oublient que tout le monde est corrompu au Cameroun. C'est que c'est nous le système. La corruption est systémique. C'est-à-dire que quand un policier, quand il sort pour aller travailler, il est mal payé. Mais la seule chose qui fait que tous les jours tu le croises dans la rue avec le sifflet, c'est parce qu'il va prendre 2000 dans la poche de quelqu'un. Mais l'usager camerounais, évidemment, il ne peut pas payer la patente, la licence, le stationnement, tout ça, il ne paye pas, il n'a pas de pièces. Mais il prend sa voiture quand même. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va croiser le policier, mais 2000, ça suffit. La femme qui travaille à la mairie,
La maman qui fouille les imprimés, tout ça, 30 000 balles, elle est payée. Rien du tout, une misère. Mais elle vient là tous les matins parce qu'on a institué à l'intérieur que si tu payes 5 000, elle peut aller trouver la souche de ton acte de naissance. Donc tu payes pour la fouille. Voilà des raisons pour lesquelles elle va au travail. Tu vois? Et toi, tu es pressé. Tu viens aussi, ah, j'ai pas le temps, je suis pressé, j'ai mon 5 000, tu le donnes rapidement. Elle va fouiller son truc. C'est-à-dire, quand je dis zombification, c'est quand vous prenez part vous-même. Et c'est ce même Camerounais qui fait la corruption tous les jours, qui dit je ne veux pas voter pour telle personne parce qu'il paraît qu'il avait volé 14 milliards. Mais lui, il vole tous les jours. Mais lui, il vole tous les jours. Il corrompt le gardien, il corrompt les voisins, il vole tous les jours. Le choco, tout le monde choco. Tout d'un coup, tu te demandes, ils veulent qui? Un président, un homme, un humain avec ses fautes, ou bien ils veulent élire Jésus? Peut-être qu'ils veulent bon Dieu à la tête du Cameroun. Alors quand vous regardez tout ça, le débat, vous dites, finalement, dans cet environnement, le Cameroun est digne de cette période de pré-campagne, du déploiement des acteurs, du jeu démocratique. Le Cameroun est à la hauteur. Je crois que la seule chose qui manque à l'équation de cette élection présidentielle, c'est le peuple. C'est la seule chose qui manque. Le peuple est capable d'aller au-delà du code électoral. Le peuple est capable de se mettre au-dessus même des points de vote stratégiques compliqués. La seule personne qui manque dans l'équation pour qu'au 7 octobre, on ait le changement, c'est le peuple. Et aujourd'hui, je ne parle pas juste à ces gens qui sont labellisés opposition, mais je parle aussi à tous ces jeunes, je les appelle des biaïstes, à tous ces jeunes biaïstes, pour leur dire, est-ce que vous n'avez pas l'impression que cet idéal, c'est le passé? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il est peut-être temps d'arrêter de prendre le risque? Il est peut-être temps de... On ne peut pas aller... Un pays comme le nôtre ne peut pas avoir ce type de slogan. Ce n'est même pas honorable. Qu'un pays comme le Cameroun, quelqu'un puisse avoir ce slogan un jour dans sa vie. Il n'y a pas la preuve d'un plus gros échec que le meilleur risque. Surtout si c'est toi qui oses faire depuis 30 ans. Dans l'absolutisme, hein, je veux dire que, en même temps, ce n'est pas la catastrophe non plus. Bah écoutez, allez dire ça à Boya. Allez dire ça à Bamenda, allez dire ça à Manfé, allez dire ça à tous les frères qui vivent dans la brousse. Allez dire ça à ces mamans qu'on massacre dans les villages. Allez dire ça aux familles des militaires qui tombent tous les jours. Allez leur dire que ce n'est pas encore la catastrophe. Les protagonistes sont pourtant connus. C'est justement là qu'on attend le peuple. Ceux qui ont pris les armes sont connus. Mais écoutez, ceux qui ont pris les armes, ceux qui ont pris des couteaux, ceux qui ont pris des machettes, mais ils sont tous des Camerounais. Ils sont tous des Camerounais. Ce n'est pas des étrangers. C'est des Camerounais à l'intérieur du territoire camerounais. Donc il est important qu'on comprenne quand même. Et tout à l'heure, on me pose une question. Par exemple, quelqu'un m'a demandé un jour, Valsero, il est venu écrire même sur mon mur, espèce d'ambazonien. J'ai demandé, mais soyez quand même sérieux. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai demandé à mon voisin, c'est quoi un ambazonien finalement? Parce que ce n'est pas un pays qui existe. Le monde n'est même pas prêt à accepter un nouveau pays qui s'appellerait Ambazonie. Ambazonie, c'est le résultat d'une frustration. C'est même le label d'un frustré. Quelqu'un qui n'est pas d'accord avec la politique actuelle. Quelqu'un qui en a marre de subir la politique actuelle. Quelqu'un qui commence à trouver irrespirable la gouvernance. Et qui, à un moment, décide de se dresser contre cette gouvernance. Si c'est ça, être un ambazonien, j'en suis un à 100%. Ah non, je ne vais pas vous laisser dire ça. Parce que c'est très important à comprendre. Tu sais, moi, la plupart du temps, avoir peur de perdre, c'est d'avoir quelque chose à perdre. Oui, mais je veux dire que quelle que soit la raison, quels que soient les acteurs,
quel que soit le degré de désapprobation, vous ne permettrez pas non plus de prendre les armes contre la République. Oh, mais non. Tu sais, ça, c'est encore ça qu'on veut effrayer les masses. On utilise ce genre de Non, je le dis en toute conscience. Mais non, je ne pense me pas. sens pas effrayé en le disant. Je le dis avec fermeté et conviction. Mon amour pour mon pays fait qu'au jour d'aujourd'hui, si je travaille pour l'élection présidentielle, parce que je suis totalement contre tout processus de violence. Et c'est ça le processus républicain qu'il faut encourager, Valsero. Mais si je suis là, Non c'est pas prendre les armes contre la République pour quelque raison que ce soit. Mais personne ne l'a dit. D'accord. Je ne sais pas. Mais c'est ça le truc. Il faut arrêter de vendre la peur. C'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas dit quelque chose, il ne faut pas lui faire le produit de votre imagination. Parce que c'est ça qui arrive. C'est-à-dire, non, je ne parle pas de ça. Je suis beaucoup plus lucide que ça. Ce sont les gens qui ont déclenché ça, par leur mécanisme, qui ont décidé. C'est à eux qu'il faut le dire. Ce n'est pas à moi. Parce que nous, aujourd'hui, tout ce qu'on travaille aujourd'hui, qu'est-ce que vous croyez qu'on risque si jamais l'opposition ne gagnait pas l'élection présidentielle du 7 octobre? On risque juste plus de guerre. On risque 7 ans de guerre parce que ça fait 2 ans que personne n'a arrêté le truc. Ça aussi, c'est pas non plus, je vais dire que c'est pas non plus juste de l'absolu. J'ai dit on risque. D'accord. Vu qu'on est dans les risques. Ce qu'on risque le plus, c'est pas que le système se régénère. Quand vous regardez à l'intérieur du RDPC, le seul fait que le candidat Paul Biya soit toujours président, soit toujours décisionnaire, que ce soit toujours les mêmes qui dirigent le parti, mais c'est parce qu'eux-mêmes à l'intérieur n'arrivent pas à trouver un mécanisme d'alternance. Si aujourd'hui on est piégé avec le candidat Paul Biya, mais c'est parce qu'à l'intérieur du parti RDPC, personne, les égos sont tellement énormes que tout le monde est présidentiable dans ce truc. Tout le monde est riche. Tout le monde est là depuis au moins 20 ans. Tout le monde peut légitimer à être chef du parti. Et résultat des courses, ils bloquent tous la machine. C'est parce qu'en bas, ils n'arrivent pas à trouver un successeur à l'autre. Et l'autre est le seul, le président Paul Biya, est le seul qui permet à chacun de rester à sa place. Ça s'appelle la conservation du pouvoir. Alors vous avez le choix. Soit vous réussissez à faire partir votre gourou chef et à mettre un autre en faisant taire des égos, soit vous le bloquez là, au moins vous conservez ce que vous avez. J'écoute bien votre descriptif. Je dis qu'à la fin de la journée, c'est le peuple qui en décide. Mais c'est pour ça qu'on est là. Et le peuple peut également faire le choix du statu quo, comme c'est le cas depuis peut-être 36 ans. C'est également un élément qu'il faut mettre dans l'analyse. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Dipita. Le peuple a toujours, jusqu'à aujourd'hui, fait le choix du statu quo. C'est pour ça qu'on parle de changement. Si jamais vous n'êtes pas dans une situation de statu quo, jusqu'à ce que le statu quo vous provoque une guerre civile, vous propose, vous impose la partition du pays, vous impose 3 fronts de guerre, jusqu'à ce que le statu quo vous explose à la gueule, vous commencez quand même à vous poser la question de savoir peut-être qu'il faut penser à faire autre chose. Justement, quand vous regardez dans les principaux acteurs, peut-être les 8 autres candidats, vous vous dites que le moment est venu, que les éléments sont suffisants et réunis pour franchir ce pas-là? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Qu'est-ce que vous croyez? Que c'est Roger Mila qui joue au capitaine des Lions Indomptables? Ou que c'est Samuel Eto'o? C'est un petit nouveau. Mais pourtant, on s'apprête à gagner la CAN. OK? Faut évoluer un peu. C'est-à-dire, le truc avec le statu quo, c'est justement ce mécanisme qui consiste à créer cette sensation d'impuissance. Vous n'êtes plus propriétaire de votre vie. Vous savez, on a eu des slogans au Cameroun qui nous ont forgés. Hein? Quelqu'un est quelqu'un derrière quelqu'un. Je connais même quelqu'un qui m'a dit, vaut mieux un démon qu'on connaît qu'un ange qu'on ne connaît pas. Chaque société est régie par les dogmes qu'on implémente et qu'on implique dans la société des gens. L'école aux écoliers, la politique aux politiciens. Tous ces petits mécanismes, ça j'appelle ça justement des mécanismes de zombification. Donc si tu me vois revenir là-dessus, c'est parce que c'est un aboutissement. Et que là on est un aboutissement.
Le travail qu'on fait aujourd'hui avec mon organisation, Our Destiny, avec tout ce que je fais, c'est justement de créer un mécanisme de réveil. De réveil. De faire comprendre justement aux jeunes Camerounais qu'on n'est pas en train de parler d'autre chose que de l'avenir. L'avenir, c'est d'abord les gens. Ceux qui sont devant, ceux qui sont jeunes, ceux qui ont la force. L'avenir, c'est la jeunesse. Et si aujourd'hui, la jeunesse n'arrive pas à se positionner comme étant des acteurs majeurs de l'avenir, ça pose un problème. Vous pourrez se vous dire que mais cette jeunesse se plaît. Je veux dire que dans cet état, mais non, elle se sent confortable. Peut-être pas confortable dans le sens absolu du terme, mais confortable au regard des acteurs. Elle se dit, autant faire avec celui-ci que de faire avec un autre. Oui, mais ça c'est possible. Ouais. C'est possible parce que je te dis, un peuple, la politique éduque les masses. Une politique pour construire des masses courageuses, tout comme une politique pour construire des masses peureuses, en fonction des objectifs de cette politique. On ne peut pas être surpris que les Camerounais soient des peureux quand même. Du moins qu'ils aient peur. On ne peut pas être surpris que les Camerounais disent « moi je ne veux pas les problèmes ». C'est-à-dire on ne peut pas leur reprocher d'avoir cette attitude. On est quand même dans un pays où le droit de grève est interdit, il ne faut pas parler très fort, si tu énerves quelqu'un, il te fouette. Ça, je ne sais pas, le droit de grève n'est pas interdit. Tu sais, moi, personnellement, je ne lis pas beaucoup. C'est peut-être encadré, mais pas interdit. Non, moi, je ne lis pas beaucoup. Donc, résultat des courses, entre ce que les gens écrivent dans le livre, je me contente toujours de ce que je vis sur la pratique. Et de manière pratique. De manière pratique. Il va sans dire, par exemple, Valsero, que si vous mettez en plein sur la rue, avec des pancartes, empêchant les uns et les autres de circuler, il va sans dire que vous allez en prendre plein la vue aussi. Mais il va aussi sans dire que vous avez une raison. Probablement. Ben, écoutez, cher ami, dès l'instant où la raison n'a plus de place. Faudrait-il exprimer votre raison dans le canevas défini par les lois de la République. Vous n'avez pas vous lever un matin et puis... Vous savez, en ce moment, il y a un votre raison n'est pas forcément la raison du voisin. En ce moment, il y a un groupe d'artistes qui s'apprêtent à aller manifester devant peut-être le premier ministère. Ils ont fait une déclaration de manifestation déjà. Non, j'en sais rien, je m'en fous un peu. Mais ils s'apprêtent à aller manifester parce qu'ils n'ont pas de statut. Parce que c'est la rentrée scolaire, ils n'arrivent pas à mettre leurs enfants à l'école, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir une société de droit d'auteur, parce que le ministre de la Culture n'arrive pas à résoudre leurs problèmes, parce qu'ils ont écrit des tonnes de lettres au président de la République, parce qu'ils ont 4 milliards qui doivent être en train de se balader, je ne sais pas trop où, et ils ont décidé qu'à force d'interpellation et que ça ne marche pas, ils vont aller manifester sur cet endroit. Est-ce que vous croyez que ce n'est pas une raison suffisante de risquer un coup de pied? Ben que si, ils ont tout le droit de manifester, mais ce que je dis et ce que je pense, c'est que ça doit être dans les règles définies par la République. Je reviens encore en vous disant que la République ne met pas vos enfants à l'école. Je suis d'accord. La République ne vous soigne pas. Je suis d'accord. Donc, dès cet instant, la République devrait prendre en compte à un moment ou à un autre, ce qui est votre motivation. Parfaitement d'accord. C'est même le rôle de la République. Absolument. Mais dès que la République sort de son rôle et devient une République répressive... L'élément que vous ne mettez pas en exergue, c'est que toutes ces frustrations, vous devez effectivement les exprimer selon les règles préétablies. Vous voulez manifester, ok, faites une déclaration à la préfecture ou à la sous-préfecture. Oui, mais je suis tout à fait d'accord, Dipita, mais je ne suis pas naïf. Je ne veux pas avoir cette discussion enfantine. Vous savez très bien que monsieur le préfet est quand même quelqu'un qui est au service. Il est au service d'une politique. Et si votre manifestation n'intègre pas cette politique, elle a beau avoir toutes les raisons humaines, sociales, professionnelles nécessaires, il ne vous donnera pas cette autorisation. Mais moi, je veux même qu'on me montre une organisation qui avait prévu de faire une grève, qui avait écrit une demande d'autorisation et qui a eu l'autorisation de faire cette grève.
En combien d'années de journalisme, M. Dipita, vous essayez de défendre autre chose? Et ça, c'est très important à comprendre. Je vous ai dit, je ne lis pas beaucoup, je suis très réel. C'est-à-dire, je suis un autodidacte. C'est-à-dire que je remets les faits au centre de l'échange. oui. Je ne prends pas parti. Non, je ne défends pas. non, j'essaie juste de te... On se comprend, parfaitement. Oui, c'est très important pour nous à comprendre. Je veux juste que le peuple camerounais comprenne qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il croit qu'il risque au cas où il ne se mettrait pas au service du changement. Même ces biaïstes qui ont des boutiques, ceux qui ont les boutiques à Boya, au jour d'aujourd'hui, regrettent d'avoir fait des affaires à Boya, à Bamenda, à Ebolova. Il y a plein de biaïstes qui avaient des structures, qui avaient du business, qui avaient des entreprises, qui aujourd'hui, quand ils les regardent et qui ne peuvent même pas aller au travail, c'est un manque à gagner quand même important. Mais ça fait 2 régions. J'ai encore vu à l'Est dernièrement, Dimako, ça fait des mois, ils n'ont pas d'électricité. Donc, chers amis, si avant Paul Biya réussissait à vous donner tout ça, constatez qu'il ne peut plus vous le donner. Et ça, pour moi, c'est important. Il ne s'agit pas de vous dire de ne plus être du RDPC ou de ne plus être ceci. Il s'agit du pays. Il ne s'agit plus de parti. Et quand, à un moment donné, les Camerounais vont comprendre la différence entre un parti et le pays, je crois qu'ils vont grandir. Et c'est très important que le peuple sache quand le parti est menacé ou quand le pays est menacé. En ce moment, ce n'est aucun parti qui est menacé. Et ça, je veux le dire vraiment à tous les militants du RDPC, à tous les biaïstes et tout. Faites attention. Il faut faire extrêmement attention. La différence entre le parti et le pays est fondamentale. Et en ce moment, ce n'est pas le parti qui est menacé. C'est le pays qui souffre. C'est le peuple qui souffre. Dès cet instant, si vous laissez un peu vos histoires de parti, et c'est pour ça quand je dis je suis l'opposition camerounaise, quelqu'un m'a même dit une fois que l'opposition n'est pas un parti. si, il me l'a sorti. Enfin, c'est que l'opposition n'est pas un parti. Je lui ai dit non, l'opposition c'est plusieurs partis. Mais la coalition, ce n'est pas eux qui doivent choisir pour qui moi je vais voter. Et je vous explique que cette déresponsabilisation fait partie du processus de zombification. C'est des clichés. Si vous ne faites pas la coalition, on ne vote pas. Ça va changer votre vie à quoi? Si vous ne votez pas parce qu'ils n'ont pas fait la coalition. Mais... où est le rapport entre la coalition et le changement? C'était une idée. Si à un moment donné, c'était une approche. Mais la coalition obéit à des choses. La coalition est numérique. C'est numéraire. C'est un nombre. Il a 5, j'ai 4, l'autre a 3. Si on met ensemble, ça fait 9, 10. On peut aller à la bagarre. Vous n'avez pas de chiffres. Vous matérialisez la coalition par quoi? Par 5 personnes qui se seraient mis ensemble pour choisir une personne pour que nous dire qu'on doit... Mais soyez sérieux. Prenez un peu vos responsabilités, les amis. Mais à cela, qu'est-ce que vous dites? À défaut de la coalition? Non, je crois qu'il y a une coalition. On fera 8 contre 1? Non, il y a une coalition qui est nécessaire. C'est la coalition du peuple derrière le changement. Ça, c'est la première coalition. Mais il faut bien que celle-là s'identifie. Non, le changement... Il faut bien qu'elle se manifeste, cette coalition. Avant que le changement ne soit une personne... Le changement n'est pas une donnée matérielle. Oui, c'est d'abord une idée. Il faut que le peuple se mobilise derrière cette idée. D'accord. C'est la première étape. Une fois que le peuple se mobilise derrière l'idée, une fois que le peuple s'est mobilisé, il faudrait trouver le porteur de l'idée. Mais on n'est pas en train de porter une idée. Ils sont déjà aujourd'hui plusieurs. Tous les jours, ils vous font des propositions. Seigneur mon Dieu, réveillez-vous. Tous les jours, Akere fait des propositions. Tous les jours, Kamto fait des propositions.
Tous les jours, moi je vois même des journalistes qui, au lieu de les laisser bien expliquer leurs propositions, je les vois en train de faire les singes savants, aller couper la parole à chaque fois. Ah non, mais vous n'allez pas faire ceci. Mais tu les vois, eux, leur quotidien, je sais très bien quel est leur quotidien de ces journalistes. C'est pas lire les magazines économiques. Mais vous avez envie de leur dire, mais laissez-les parler, mon Dieu. Laissez les candidats s'exprimer. Laissez-leur dire quelque chose. Allez les chercher, donner. Permettez-les de travailler, nom de Dieu. Vous êtes un justement, regarde obstacle. cette différenciation. On ne peut pas dire qu'ils travaillent pour votre combat, pour cette coalition derrière le changement. Les journalistes? Non, les candidats. Vous ne parlez que d'eux. Non, non, au jour d'aujourd'hui, je crois que les candidats font leur travail. Nous, la société civile, nous, les acteurs de la société civile, nous, le peuple, nous devons faire notre travail. Quelle est la place du peuple dans l'équation? Ce que je propose, moi, c'est que la coalition, ce n'est pas 4 leaders de partis sur la base des différences fondamentales qui ne trouvent aucun point commun, qui doivent se mettre ensemble autour d'une table et sortir avec le nom de quelqu'un pour venir dire au peuple que votez pour lui. C'est très facile, ça. Extrêmement manichéen, mais déresponsabilisant. Parce que le vote, c'est la responsabilité d'une personne. Et vous n'allez pas décider que vous vous déresponsabilisez pour qu'eux, ils aillent trouver. Vous venez de vous trouver une raison pour ne pas bouger. Comme vous trouvez des raisons pour ne pas voter. Avant ça, c'était quoi? On ne vote pas parce que les urnes sont déjà bourrées. On ne vote pas parce que ça ne sert à rien. On ne vote pas parce qu'il n'y a pas même l'opposition. Mais on a toujours eu, jamais le peuple camerounais n'a eu une raison de poser un acte qui va dans le sens positif. Ils ont toujours des raisons pour ne pas bouger. Ça s'appelle la politique du statu quo. Et quelle serait donc votre proposition à ces candidats-là? Aux candidats, je n'ai aucune proposition à leur faire. Vous n'en ferez pas une de plus? Non, qu'ils continuent à faire leur travail, que je trouve qu'ils font magnifiquement bien. Que le peuple prenne sa place dans l'équation. Que le peuple arrête de croire que c'est Akere, Kamto, Matoma qui sont l'opposition. Que le peuple comprenne que c'est à eux le pouvoir. Le pouvoir n'appartient pas à Akere, Kamto et les autres. Le pouvoir appartient au peuple. Et le peuple le donne à qui il veut. Et le peuple doit pouvoir se laisser la latitude d'avoir un choix. Il ne doit pas se déresponsabiliser. Et cette déresponsabilisation au jour d'aujourd'hui fait que oui, on a un problème. On a un problème fondamental parce que si les Camerounais n'arrivent pas à comprendre que l'urgence est à l'action, l'urgence est à l'action. Il s'agit juste de notre pays. Hein. Il ne s'agit même plus de le parti au pouvoir, les opposants. Je veux vraiment que les gens grandissent et qu'ils mettent au-dessus l'intérêt supérieur du pays. Le parti au pouvoir, je vois bien l'arrogance qu'ils ont, donc ils n'ont pas fondamentalement un problème. Ce n'est pas eux qui meurent. Les opposants, ils sont là. Moi, je regarde, ça vous voyez Kamto, il n'est pas pauvre. Hein. Avant, vous insultiez les opposants, ils sont souffleteux, ils sont ceci. Non, quand vous voyez Kamto là, vous voyez qu'il est pauvre. Quand vous voyez Akere là. Je ne sais pas vraiment dire. Ah non, moi j'ai dit qu'ils ne sont pas pauvres, je connais la pauvreté, moi. Et eux, ils ne sont pas pauvres. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, si on continue de faire la politique du statu quo, les seules personnes qui vont rester pauvres, c'est nous. Le seul endroit qui va rester dangereux et en danger, c'est le Cameroun. Ce n'est pas ce que vous croyez insulter sur Internet en disant « Oh, je suis ceci, je suis cela ». Et il y a cette difficulté avec l'appropriation de la politique. Vous savez, les Camerounais, ils font leur étude de la politique. C'est un peuple extrême qui a été dépolitisé pendant plus de 30 ans. Par des slogans, des choses comme ça. Donc, ils commencent à s'approprier un tout petit peu la politique. D'autres se l'approprient mal.
Je vois aujourd'hui, il y a beaucoup de dérives, les partisans des différents groupes, ils s'insultent, les Camto insultent les Cabral insultent les Akere. Il y a même l'autre grand intellectuel, Mathias, je ne sais même pas ce qui lui arrive ces derniers moments, il est aussi entré aussi dans les insultes et tout ça. Tu vois, c'est une difficile appropriation de la politique. C'est dur, mais ça va aller. Mais ça va aller. Si on continue ce travail, c'est pour ça que j'appelle tous les BIaïstes, les RDPcistes, permettez au Cameroun de continuer ce travail. Permettez-nous d'aller de l'avant dans la politisation de notre démocratie. Votre franc-parler est connu. Je vais me prêter un jeu, prendre les noms des différents candidats et vous en tirer quelques mots. À Franklin, à Fanny Difford. Je ne connais pas. Le moins connu de tous, vous le direz. Ouais, je ne connais pas. Une curiosité pour moi, mais je ne voterai pas pour lui. Adamou Ndamdjoya. Je connais de nom, mais c'est une vieille relique pour moi, c'est le passé. Never, never, never. Il n'est pas même une alternative pour le Cameroun. Non, ça c'est le passé. Garga Manadi. Pareil, c'est aussi le passé. Très gentil, par contre, en tant que personne, c'est un bon grand-père. Vraiment bon pour que les gamins sautent sur ses genoux et tout, mais notre mort, pas plus que ça. C'est le passé aussi. Paul Biya. Oh, il est aussi une vieille relique, un peu comme les autres. Il n'est pas différent de Garga ou bien de Ndamdjoya. Pour moi, c'est vraiment... si on pouvait trouver une maison de retraite pour anciens leaders politiques, on les mettait là-bas avec les petits-enfants, ce serait bien. Serge Espoir Matomba. Fait partie de l'avenir. Fait partie de l'une des raisons pour lesquelles je crois que le Cameroun n'est pas mort politiquement. Je crois que l'avenir se fera avec lui. Cabral Libi. Fait partie de l'avenir aussi. Il est l'une des alternatives possibles. Il est l'un des projets possibles. Il est représentatif de quelque chose. Mais il sera forcément un acteur majeur pour la politique du Cameroun de demain. On fera forcément avec lui. Maurice Kamto. Pareil, déterminé. Je trouve, je vais peut-être m'attarder un peu sur un truc personnel. Déterminé, une grosse envie qui lui fait parfois être un peu de concentration, mais une grosse envie. Et je crois qu'on ne devrait pas voter pour quelqu'un qui n'en a pas envie. On ne devrait pas voter pour quelqu'un qui... On ne devrait pas donner le pénalty à quelqu'un qui ne veut pas le tirer. Tu vois? Donc, il veut le tirer. Il démontre. Ça s'appelle du courage. Ça s'appelle la détermination, avoir envie. Donc, c'est une alternative. C'est une possibilité. Et je pense que pour l'avenir politique du Cameroun, c'est un fait. Akere Mouna. 109. C'est du 109. Pour la 109 politique, dans l'appareil politique. Dans l'appareil politique camerounais, c'est fait partie des victoires aussi qu'on a, comme Cabral, comme Matoma, comme Akere. C'est une nouvelle manière de voir, beaucoup de classe, je trouve. Il amène quelque chose d'un tout petit peu différent dans la manière des gens de parler. Il parle avec classe. Et il est... Je ne sais pas pour vous, mais en ce moment, je prépare un programme, je produis un programme qui s'appelle Rencontrer avec mon ami candidat, qui va être diffusé à partir du 12, justement où je rencontrais tous ces candidats-là pour essayer de connaître l'homme derrière le projet. C'est pour ça que je peux dire toutes ces choses sur ces gens, parce que j'ai eu le temps de discuter un tout petit peu avec eux. Et Akere, oui, il a beaucoup de choses à apporter au Cameroun, politiquement, mais même humainement. Et je crois aussi que tous ces gens comme lui ne viennent pas là juste pour l'élection présidentielle et qui seront prêts à continuer de faire avancer ce petit rajeunissement, ce renouvellement de la classe politique camerounaise. Et voilà, il pourrait être une alternative. Joshua aussi. Lui, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup surpris. J'ai eu la chance de discuter hier avec Joshua, candidat. Avant, je connaissais Joshua, mon ami,
vraiment mon ami avec qui on sort pour boire un coup, ou bien on rigole de n'importe quoi, parfois on regarde un match de foot. Celui-là, je le connaissais. Et hier, j'ai découvert Joshua candidat. Je suis vraiment fier. Je suis vraiment fier. Parce que je crois personnellement que l'urgence au Cameroun, ce n'est pas le programme. Vous pouvez avoir le meilleur programme au monde. Si les hommes qui portent ce programme ne sont pas des hommes de qualité, alors ça ne sert à rien. C'est pour ça que ce programme que je fais, qui s'appelle Discussion avec un candidat, va chercher l'homme derrière le projet. L'idée, c'est d'aller chercher l'homme derrière le candidat. C'est de pouvoir faire parler un candidat, mais pas sur la défensive. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai parfois envie de cogner sur la tête de mes amis journalistes pour leur dire faites du journalisme contextuel. Il y a le journalisme combat. Et il n'y a qu'au Cameroun qu'on fait le journalisme neutralité. Mais en Europe, il y a le journalisme de droite, il y a le journalisme de gauche. Mais ici, moi, je ne sais pas. Les journalistes ici, parfois, tu te rends compte, j'ai vu l'autre gars, pendant qu'il donnait du Cabral à l'autre, il donnait du monsieur le ministre à l'autre. Il n'arrivait même pas à rentrer dans le nouveau film dans lequel il joue. Alors, j'observe que Akere, Joshua et Maurice, vous y êtes particulièrement attardés, avec le cœur d'ailleurs, avec des arguments qui viennent de l'intérieur. Vous y voyez beaucoup de similitudes? Je crois que j'adore leur forte personnalité. Je crois que j'adore leur forte personnalité. Je ne tiens pas vraiment à ce qu'ils soient d'accord et qu'ils couchent ensemble. Non, je n'ai pas ce projet-là. J'ai le projet de voir mon pays se doter des hommes politiques divergents, mais de fortes capacités. Ce n'est pas un homme qui va diriger tout le Cameroun. Il faut des hommes politiques différents, avec des approches différentes, capables de porter avec force une conviction. Et tous ces gens ont ce feu-là. Au jour d'aujourd'hui, comme je dis, les Camerounais, tout ce qu'on fait comme travail, c'est pour que le peuple camerounais finisse par se dire c'est peut-être nous le problème. Ce n'est pas l'opposition le problème. Vous y voyez également les différences entre eux? Oui. Oui, il y a beaucoup de différences entre eux. Entre ces différents candidats, mais il y a beaucoup de différences. Comme je vous ai dit, Kamto, il peut paraître un peu arrogant. Akere, il paraît très humble. Beaucoup d'humilité. C'est peut-être culturel ou bien, je ne sais pas. Comme ça, Joshua, lui, il est calme. Lui, il est calme, mais il est posé. Tu vois ce que je veux dire? Il arrive à être posé. Libye, Cabral Libye, c'est quelqu'un de... il a la détermination. C'est-à-dire que dans la jeunesse, il y a fougue, détermination, pas peur de se tromper, n'avoir rien à perdre. Fer de lance. Oui, lui, c'est fer de lance. Il met sur pied des mécanismes non conventionnels, mais pas... Il y a des gens qui disent, ah oui, il fait le djangui, ah oui, il demande de l'argent aux gens. Ah, non, mais attendez, là, il est quand même parmi les quatre, il est quand même dans le quartet avec ce processus-là. Donc, c'est des gens qui ont une approche tout aussi particulière. Si on essaie juste de voir le bon côté de la pièce, si un jour les Camerounais arrêtaient de voir les gens par ce qu'ils auraient fait de mal, alors, ou par ce qu'ils auraient raté. On regarde ces similitudes et ces différences. Vous parlez tout à l'heure de la coalition derrière le changement. Peuvent-ils transcender similitudes et différences ou s'intégrer dans ce projet? Ce n'est pas eux. C'est pas eux. C'est nous le peuple. Ce que je fais aujourd'hui, c'est que je donne des éléments importants sur les hommes, d'une analyse importante. Parce que je crois que sur la base d'un programme, on a très peu d'éléments. Le programme, on le construit ensemble quand on a construit le vivre ensemble. Le programme, on le construit ensemble quand on a
régler le problème de la cohésion sociale. Il faut voir quelles sont les priorités aujourd'hui au Cameroun. Cette élection doit avoir un impact pas seulement sur le développement, et même pas en premier sur le développement, mais cette élection doit avoir un impact sur la cohésion sociale, sur le vivre ensemble, sur la réconciliation nationale. C'est le problème que doit résoudre cette élection. C'est pour ça que même quand j'entends des gens dire qu'il ne fallait pas avoir élection, je rigole. Je rigole beaucoup. Parce qu'il fallait avoir élection. Parce qu'on a un problème à régler. Et qu'il n'y a que c'est un problème politique. Et l'élection est un mécanisme politique. Dès cet instant, on doit pouvoir se dire que oui, le vivre ensemble est important. La cohésion sociale est importante. Et on doit aller voter pour le vivre ensemble et pour la cohésion sociale. Ce n'est pas un décret. Et c'est quelque chose qui est déjà fracturé aujourd'hui. C'est-à-dire que le parti au pouvoir ne peut pas dire qu'il porte le manteau des garants de la cohésion sociale ou du vivre ensemble. C'est plutôt la politique qui a mis en mal la cohésion sociale et le vivre ensemble. C'est la politique du parti au pouvoir qui est responsable de cette guerre, qui est responsable de ces inondations dans les rues, qui est responsable du fait que 90% des ménages camerounais mangent avec 500 francs par jour. Si, c'est cette politique-là. Et vous ne pouvez pas dire qu'ils ne peuvent pas faire partie de la solution. Ils sont le problème. Ils sont fondamentalement le problème. Et c'est pour ça qu'on essaye d'interpeller tous ces jeunes qui ont été abrutis, zombifiés par des choses comme je ne sais pas moi, l'équilibre régional, mon père, mon oncle, le village, les cousins, les boulous, les bêtises, le tribalisme, les données totalement inutiles dans un monde, dans un pays multiculturel, divers comme le nôtre, qui ne devrait tirer sa force que de sa richesse. Vous imaginez l'un des rares pays au monde où tout le monde aurait pu être totalement bilingue. Quand je voyage dans le monde, c'est compliqué quand tu ne parles pas l'anglais, mon frère. Des éléments de conquête. Si on n'a pas pu intégrer ça comme étant des atouts, si une politique n'a pas pu intégrer ça comme étant un atout, la capacité d'avoir cette bipolarité, non, vous ne pouvez pas me dire qu'on va continuer avec ça. Ils ne peuvent pas faire partie de la solution. Ils sont le problème. Et ça, c'est loin des chiffres. Ça, c'est loin des... Moi, personnellement, j'aime pas la chasse aux sorcières. J'aime pas la violence. J'aime pas que les gens ils se tapent dessus et tout. Je suis vraiment peace, love and harmony. Mais je pense personnellement que peace, love and harmony is not stupid. Et ce n'est pas une autruche, je suis un lion. Je ne suis pas une autruche. Moi, je regarde la vérité en face, je ne plonge pas ma tête dans le sable. Et dès cet instant, il est important de savoir qu'il y a 3, 4, 5 types de politiques. La mienne s'appelle le réveil. C'est de mettre le jeune Camerounais au cœur de son propre développement. Alors, depuis le début des débats, il y a quand même un certain nombre de propositions assez fortes qui ont été annoncées. La suppression de l'ENAM, l'arrivée du SMIC et son augmentation, la double nationalité, oui, l'assurance gratuite, l'école gratuite. Oh, ça c'est bien. Oh, ça c'est trop bien. C'est le rêve, quoi. Ah, mais écoutez, rêvons. Rêvons. Mais c'est ça, qu'est-ce qui nous empêche de rêver? Avec peut-être le risque de ne rester qu'au stade du rêve. La vie, c'est le rêve. Everything is a dream in the world. Si personne ne rêve, il est mort. Rêve égale projection. Projectons-nous vers le SMIC à 100, je ne sais pas combien de mille. Projetons-nous vers l'assurance maladie. Projetons-nous vers la gratuité de l'école primaire. Projetons-nous vers la gratuité de la lutte contre le paludisme. Projetons-nous vers une société sans corruption, mon Dieu. N'ayons pas peur du changement. C'est ça le problème. C'est nous le problème. Ce n'est pas l'opposition. Parce que c'est nous l'opposition.
Nous sommes un problème pour Camto, nous sommes un problème pour Akere, nous sommes un problème pour Joshua. Parce qu'on demande qu'ils fassent quelque chose et nous, on ne veut pas faire notre part du job. Nous, on conditionne notre implication. Le peuple conditionne son implication. Ça, c'est un coup de pute. C'est même un mauvais jeu. C'est-à-dire que vous voulez que nous on fasse quelque chose, mais vous nous mettez 10 conditions sur le chemin pour que vous fassiez votre part. Mais nous, on doit faire la nôtre sans condition. Alors, que doit faire le peuple? Le peuple doit se mettre au service. Le peuple doit se mettre au service. Si le peuple veut sauver sa paix, sauver sa sécurité, sauver son pays, ils savent qu'il ne s'agit plus de parti en ce moment, mais il s'agit de notre avenir. Il s'agit de notre pays. On va voir après si le RDPC et tout ça, mais sauvons d'abord le pays. Et sauver le pays, c'est l'enlever entre les mains du RDPC. Et on a la chance qu'on n'est pas au Burkina Faso, où des jeunes ont pris le pouvoir et l'ont mis dans la rue, pour que notre compatriote vienne et le ramasse. Non, on a des gens qui sont là. Et on va le leur donner. On va leur faire confiance. On va se permettre de rêver. On va se permettre d'imaginer le SMIC, d'imaginer l'assurance maladie. On va se permettre de rêver. Personne ne nous en empêche. On ne peut pas rire quand des gens ils nous font des propositions. C'est ça que j'appelle des zombies. C'est une absence totale de conscience. Mais Valsero, vous n'allez pas claquer du doigt et dire au peuple, allons-y, tout le monde vous suivra. C'est quoi le mécanisme, c'est quoi le cheminement? Comment vous y parviendrez? Écoute, je veux dire que nous sommes quoi? Le 5, nous sommes à 19 jours de l'ouverture de la campagne. Un peu plus de 3 ou 4 semaines de l'élection en elle-même. Continuez de m'inviter et vous verrez qu'au premier, je claque les doigts. Mais si, continuez. Continuez de nous permettre de réveiller. Continuez nous de permettre, pas seulement de créer ces clashs entre candidats totalement inutiles qui ne grandissent pas le peuple, mais qui réconfortent le peuple dans le statu quo. Parce que mettre les candidats les uns contre les autres, la guerre, ça ne met que le peuple hors jeu. Permettez-nous de mobiliser le peuple. Parce que c'est le peuple qui doit faire ce travail. C'est lui l'opposition. C'est lui qui doit pouvoir dire, ok, moi c'est bon, je suis parti pour, je ne sais pas moi, n'importe qui. C'est au peuple de le dire. C'est sa responsabilité. C'est pour ça que le pouvoir lui appartient. Et nous, au jour d'aujourd'hui, c'est le travail qu'on essaye de faire. Pas seulement les jeunes de l'opposition, mais les jeunes du parti au pouvoir sont ma cible majeure aujourd'hui. Concrètement, qu'avez-vous fait? Le porte-à-porte? Déjà, ça, c'est une magnifique opportunité que vous nous donnez. Et puis après, aujourd'hui, comme je t'ai dit, les réseaux sociaux, Inch'Allah, Dieu merci, tu as créé Internet. Parce que indépendamment des dérives qu'on peut observer, d'ailleurs, que vous avez dénoncé tout à l'heure. Oui, mais bien sûr. Tout ce qui s'y passe. Mais vous savez, un objet du développement entre les mains des gens sous-développés, ça fait la catastrophe. C'est ça le problème. Internet est un outil de développement, mais les Camerounais n'ont pas encore le développement psychologique pour pouvoir faire d'Internet l'arme de développement massif, donc, comme le font les autres. Mais nous, ça ne nous empêche pas de l'utiliser parce qu'on l'utilise pour parler. On l'utilise pour mobiliser. On l'utilise pour pouvoir se servir de la parole, pour pouvoir se dire, si jamais on n'arrive pas à aller toucher le Camerounais au plus profond de son cœur, pour pouvoir lui expliquer que laisse les Bamileke, laisse les Étones, laisse les Bamileke, laisse anglophones, francophones, laisse RDPC, UPC, laisse tout ça. Pense à l'intérieur supérieur du pays. Parce qu'il y a des gens, parfois, quand ils sont peut-être le parti au pouvoir, ils imaginent que c'est eux qui doivent défendre l'intérêt supérieur du pays. Il faut qu'on arrête avec ce genre de... Chaque Camerounais est gardien de l'intérêt supérieur du Cameroun. Tous les Camerounais. Ce n'est pas un ministre. Un ministre n'est pas plus responsable de l'intérêt supérieur du Cameroun que vous, monsieur Dipita Tongo. Donc, il ne peut pas dire que c'est lui qui décide d'à quel moment le Cameroun est menacé ou pas. Et aujourd'hui, le Cameroun est menacé.
Et je crois que leur dire, vous faites mal le travail, vous n'assurez pas. Si ça veut dire mettre en mal l'intérêt supérieur du pays, je vais leur dire, non les amis, je suis désolé, c'est vous qui êtes un danger pour le Cameroun. Et ce système, au jour d'aujourd'hui, a mis tous les voyants au rouge pour démontrer qu'il est un danger pour le Cameroun. Sous tous les points. Alors vous dites au peuple, le 7 octobre, allez voter. Ben, le 7 octobre, allez massivement voter dans le calme, dans la paix, avec un objectif fondamental, c'est de mettre en place une force de changement. C'est pas je ne suis plus au niveau de dire allez voter qui vous voulez. Si vous voyez ce que je veux dire. Non. Je suis pour non. Vous ne pouvez plus continuer d'aller voter ce gouvernement. Vous ne pouvez plus continuer de voter le président Paul Biya. Vous ne pouvez plus garder cet appareil. Si vous le faites, vous mettez le Cameroun en danger. Vous mettez la vie des Camerounais en danger. Vous mettez votre propre vie en danger. Et ce sera aussi votre responsabilité. Si vous maintenez cette situation, si vous maintenez ce statu quo, ce ne sera pas la faute des opposants. À son corps défendant, ses partisans, évidemment, un discours contraire. Un discours qui tend à rassurer. Un discours qui pense que, peut-être prenant vos arguments, qu'effectivement, le pays est dans un tournant et qu'il est l'assurance pour ce tournant-là. Le temps peut-être de ramener la sérénité, que les Camerounais resserrent les rangs, que les différentes crises qui semblent, ou les différents pôles de faiblesse, d'insécurité qui semblent se développer, soient mieux maîtrisés avant de passer à autre chose. Mais ça, c'est aussi ça l'enjeu du 7 octobre. Et peut-être au lendemain, le peuple pourrait lui donner raison. Mais ce n'est pas un décret, ça. Je suis d'accord. Donc, je suis puisqu'on en est au choix du peuple. Ben écoutez, le choix du peuple, vous voyez, c'est fou. Hein. C'est fou. De nouveau, on a les pieds dedans. Non, je pense personnellement que justement, ils pourraient le penser comme ça parce qu'ils sont des partisans. Mais moi, je ne suis pas un partisan. Moi, je suis le peuple. Moi, je ne suis pas un partisan. Je suis le pays. Donc, je suis même un paysan. Eux, c'est des partisans. Moi, je suis du pays. Eux, c'est le RDPC, moi, je suis le Cameroun. Donc, je ne lutte pas pour ça. C'est l'intérêt du Cameroun. Je leur dirais, oui, c'est le RDPC qui est en danger. C'est le RDPC qui a tous les problèmes dont vous parlez. Et ils le transfusent au Cameroun comme du sang par intraveineuse. C'est horrible. Mais c'est de pouvoir arriver à toujours leur dire qu'on peut. On est un pays magnifique, dit Peter. On l'a démontré. Et on peut encore le démontrer. On n'est pas obligé de suivre le chemin du Burkina Faso, le chemin de je ne sais pas moi, de la Côte d'Ivoire, le chemin du Congo. On peut en être rassuré. On n'est pas condamné. Non, on est bien sur la route. C'est pour ça que tous les voyages sont au rouge. Et ne pas y arriver n'est pas un décret. On doit travailler pour ça. Si on ne veut pas y arriver, on ne va pas juste dire on ne va pas y arriver, faisez-nous en sûr. Non, 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 on a déjà 8 régions qui sont déjà parties en sucette. Donc tout d'un coup, on ne va pas avoir l'impression que non, c'est une vue de l'esprit. On a déjà les pieds dans le plat, mon frère. Ce qu'on essaye de faire, ce n'est pas d'éviter le plat. C'est de sortir les pieds du plat. Mais il y a quelqu'un qui nous bloque les pieds dans le plat. Le statu quo. Il ne s'agit pas de développement, frère. Parfois, ce n'est pas de développement qu'il s'agit. Parfois, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parfois, c'est de liberté. Parfois, il s'agit de possibilité de rêver. Parfois, il s'agit d'alternatives. Parfois, il s'agit de se donner de l'air. Je n'ai pas envie de mourir comme ça. Je n'ai pas envie de mourir sans avoir vu un autre Cameroun. C'est pas juste. C'est pas juste. C'est juste pour aucun Camerounais qui est né en 82. C'est juste pour personne. Le Cameroun ne mérite pas d'être bloqué là. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal?
Et ça, c'est la question que je pose à tous ces jeunes qui me disent « je vote RDPC ». Qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir être obligé de vivre ça? Alterner pour alterner? Ah, parfois, là, on est obligé d'alterner pour alterner, quoi, tu vois. Et quand vous arrivez à ça, c'est un peu comme le truc du chien. C'est-à-dire? Ah, tu lui cours dessus, dès qu'il atteint le mur, il ne peut que te revenir dessus. C'est-à-dire, si tu cours après un chien, et si jamais il va, dès qu'il croise le mur, il se retourne et il te monte les crocs. Donc, alterner pour alterner, oui. Vous ne pouvez pas me dire que le président, je ne sais pas, je suis sûr que même vous, vous dirigerez mieux le pays. Je vous promets, pas parce que vous êtes plus intelligent. C'est pas une question, je n'ai pas à répondre. Non, non, je vous promets, je suis sûr que moi-même, je dirigerai mieux le pays. Je suis sûr que ma fille Queenie dirigerait mieux le pays, mon Dieu. Parce qu'il y a une différence entre le diriger mal et ne pas le diriger du tout. Et au jour d'aujourd'hui, when you lead the line, when you are a leader, you need to prove it. Que ferez-vous demain? Demain, vendredi. Non, demain, je veux dire d'ici là. Ben, je vais continuer. En ce moment, on a mis sur pied un mécanisme de recrutement de bénévoles volontaires, donc scrutateurs bénévoles volontaires. Donc, on va travailler, on va continuer de travailler. Si vous regardez, vous voulez faire partie de notre équipe. C'est quoi le concept? Ben, écoute, c'est de pouvoir créer une équipe de jeunes dans presque chaque bureau de vote pour pouvoir aider l'opposition à surveiller le vote. Parce que j'ai vu plein de gens dire « Ah ouais, ils n'ont pas les gens, mais ils n'ont même pas les scrutins. » C'est nous l'opposition. Et à ce jour, c'est nous qui devons aller... Depuis qu'avez-vous lancé l'initiative? Ben, ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours. Oui, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. D'accord. Ça fait 2 jours. Vous ferez le porte-à-porte? Non, je crois que c'est un process qui est un peu dépassé depuis Internet. Donc, non, aujourd'hui, pourquoi je marcherais sur le soleil pour venir chez toi alors que je peux t'envoyer un lien? Non, on va essayer d'aller plus speed en utilisant les mécanismes technologiques qu'on a. On va utiliser comme votre canal ici pour dire, bah, écoutez, vous allez sur la page Général Valsero sur Internet et vous essayez de vous enregistrer comme étant, si vous voulez, bien sûr, parce que c'est non payé, c'est non rémunéré, c'est une responsabilité. Vous transpirez par vous-même avec pour un seul objectif, s'assurer que le vote se dirige et le décompte se fait dans les bonnes règles. Valsero, merci. Eh bien, écoutez, me voilà très content d'être venu. Merci à vous. Bon retour sur Yaoundé. Merci à vous. Évidemment, je suis très content également que vous ayez répondu à cette invitation. C'était un plaisir. Et je vous ai disponible. C'était un plaisir. Voilà, monsieur, bonsoir. Le général Valsero, il était invité de Entretien ce soir. C'était pour décrypter il est certes musicien à l'origine, mais désormais également très politique. On en était donc à décrypter l'élection présidentielle dans sa pré-campagne et effectivement l'environnement dans lequel tout cela se déroule. Jeudi prochain, pour une autre édition de Entretien avec, serons à nouveau dans ce fauteuil rouge. Bonsoir.